السلام عليكم الزول فلاون، واش راكم لاباس يا ولاد وبنات اليوم؟ فوالا راني عندكم اليوم، راني عندكم باه نشكركم. على بالي بلي راهي النور يطيح. Voilà, il pleut aujourd'hui à Lyon. C'est vrai qu'il n'y a pas les 35 degrés de Schleuf. Voilà, je suis à la gare, c'est simplement pour vous dire que je suis venu comme prévu à Lyon. Et j'ai rencontré un immense écrivain algérien que tous les Algériens connaissent normalement, que tous les Français connaissent. Et c'est un homme à succès qui a vendu 4 millions d'exemplaires d'un livre culte qui s'appelle Le Gon du Shabab, Mashallah Aleh. Et cet homme-là, je vais vous dire c'est qui. Il s'appelle Monsieur Azouz Begag. Donc c'est un docteur en économie, chercheur au CNRS. Il est un grand sociologue. Il a été ministre de l'ancien Premier ministre, Monsieur De Villepin. Il a été diplomate au Portugal. C'est un homme qui est aussi professeur associé dans des universités américaines, à Los Angeles, à UCLA, donc puis à Princeton. Bref, c'est vraiment la crème de l'élite algérienne ici en France. C'est un enfant des bidonvilles, oui. Donc Nassir Mitchikov, c'était un harrag en France. C'était un homme sans papier, sans toit, sans rien du tout. Et pourtant, il a fini ministre de la République et un grand professeur aux États-Unis, machallah. Et on a la chance de l'avoir ici, parmi nous. Donc le professeur, Monsieur Azouz Begag. Salam alaikum, Azoul Fellag. Salam, Azoul Felawan. Washrak ya khoya, ça fait plaisir de vous voir. Bah oui, de temps en temps, je m'arrête à Lyon là pour écrire un livre ou deux. Oui. Avant de repartir voir le monde, de suivre les mouvements de libération dans tous les pays, de suivre tous les gens qui luttent contre le racisme et les discriminations. Cela aura été ma vie, ma carrière, mon destin, de lutter pour les autres, pour la dignité. C'est peut-être parce que j'ai en moi cette haine contre l'injustice, contre les discriminations, que je vais mourir avec ce flambeau à la main. Vous êtes encore vivant, cher professeur. Oui, mais j'aurais voulu peut-être avoir d'autres vies pour expérimenter d'autres vies, voir s'il y a d'autres terrains de bagarre, de bataille dans le monde. Mais c'est celui de la lutte contre le racisme et les discriminations qui aura été finalement le mien. Est-ce que vous avez l'impression que la communauté ou les communautés étrangères, notamment algériennes, en France, sont menacées par le péril d'extrême droite pour 2027? D'abord, je crois que c'est la France qui est menacée, tout ce que représente la France. Pays de fraternité, dit-on, encore de liberté et d'égalité, avec ce sentiment qu'on est dans un pays où on peut tout dire, on peut tout faire, on peut tout raconter. Et cela va changer très rapidement là parce qu'il y a une espèce de sentiment de haine qui s'est développé partout dans le pays. Et hélas, j'en suis à peu près sûr, ce Français venu d'ailleurs, qui s'appelle Bardella, je ne suis pas sûr qu'il soit lyonnais, il doit venir d'Italie, va gagner, va remporter les élections importantes au mois de juin prochain. Et dans 3 ans, malheureusement, je pense aussi qu'une belle catastrophe s'annonce pour l'esprit français. Et donc voilà, il nous reste peut-être encore une fois à inviter tous les gens qui sont victimes de ce fléau à aller voter. Mais je n'y crois plus à l'incitation au vote comme ça. Moi, tu sais, Rachid, je suis pour le vote obligatoire, pour obliger les gens à aller voter. Alors racontez-nous, pourquoi le vote obligatoire? Parce que dans cette ville de Lyon où nous sommes, là, tu sais, il y a dans les périphériques, dans les cités, 80-90% de gens qui ne vont pas voter parce qu'ils n'ont rien à faire de la politique. C'est vrai? Cela, il faut le faire changer. On peut poser la question? Oui. Hey, salam alaikum. Wash rakoum? Marhaba bikoum. Ça va frère? Alhamdulillah. Voilà, تعرفوا أستاذ عزوز بيغاغ, ancien ministre de la République. هو من اليوم على بالكم. يا هل عندكم رسالة بغيتوا تفوتوها ولا لا؟ اتفضلوا. Un petit message. كيما بغيتوا باللغة العربية ولا الروسية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية. انتم مين؟ من الجزائر. من الجزائر مين؟
ما الله يبارك الناس الجيجل الناس فرحة عباس ما شاء الله بلاد فرحة عباس على بالكم داروا واحد الاستقبال في جيجل في 2019 ما شاء الله لو 19 افريل 2019 والله يعطيكم الصحة شحال 20 وي سي 20,000 نتيجة والله يعطيكم الصحة. وانت يا اختي من؟ تونسية. الله يبارك من تونس؟ من تونس العاصمة. الله يبارك الله يبارك. كي راهي دايره الحالة دوكا في تونس؟ راهي مليحة مع قيس سعيد. يا كاش حرية كاش ديمقراطية كاش حرية الحمد لله. الحمد لله الله يدومها بارك الله يدومها اي الله يحفظكم ان شاء الله بارك الله فيكم السلام عليكم. Elles vont prendre leur train. Exactement, tout à fait. Voilà, je disais qu'il y a de vrais problèmes de participation au vote dans la ville de Lyon et dans ses périphéries. Et la seule issue pour s'en sortir, c'est faire en sorte que tout le monde aille voter et que tous les candidats aux élections sachent désormais que tous ces enfants issus de l'immigration africaine, maghrébine ou je ne sais d'où, sont désormais non pas des racailles, non pas des boucs émissaires, mais sont des électeurs. Et ça va tout changer. Donc ils vont plus les respecter si elle vote obligatoire. Et il faut même, je crois, prendre en considération des demandes venues de ces populations pour être élus par ses propres populations. Voilà ce en quoi je crois. Le vote obligatoire, c'est une cure pour la démocratie française. Donc professeur, vous considérez que par l'instauration du vote obligatoire, ces populations françaises d'origine étrangère vont être davantage considérées, davantage respectées à la fois par les pouvoirs publics, les partis politiques et les gouvernements? Exactement. Vous savez, moi j'aime beaucoup, je vais très souvent au Brésil. Et là, dans ce pays, 100 millions d'habitants, tout le monde vote, c'est obligatoire. Tout le monde vote, c'est-à-dire 80 ou 90%, je ne sais pas. Incroyable. Sous peine de payer des amendes, sous peine de ne pas pouvoir passer le permis de conduire, de ne pas recevoir d'allocation familiale. Tous les gens doivent présenter le petit papier « J'ai voté ». Donc لو كان ما يفوتوش ما كاش البطاقه الوطنيه با بابي ريان والو والله والو. استاذ مين انت من البلاد وين ساكن في البلاد؟ انا اصلي سطيفي. سطيفي الله يبارك. ولكن انا خلقت هنا في مدينه ليون. جو سي ان ليوني بور. ما شاء الله. بور سوش. سطيفي تاع الصحفه 19 صح يقولوا باللي سطيفيه السوقات الله يبارك عين فواره على بالك باللي عاودوها كاع ديك عين فواره. والله ما على بالي. ويلو. لا ديرنيير فوا كنت في البلاد. ils l'ont cassé على بالك ومن بعد عاودوها et puis c'était pas joli, ça manquait d'esthétique. La dernière fois, je suis en Algérie, il y a 2 mois, je suis allé à Djanet, dans les montagnes du Sahara, là-bas, les peintures rupestres et les gravures. C'était absolument un voyage magnifique. Et à chaque fois que je vais en Algérie maintenant, je vais dans le désert, dans le Tassili. Il n'y a personne. C'est le silence du Tassili que je vais écouter là-bas à chaque fois que je vais. Donc il n'y a pas de touristes, il n'y a rien? Non, très peu. Quand j'y vais, moi, au mois de février, mars, c'est la tranquillité algérienne. Alhamdulillah. صح هنايا اليوم راهي النور يطيح c'est incroyable. Oui, contrairement au désert, contrairement au Sahara, au Tassili, justement, là, il n'y a pas d'eau. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas plu. Incroyable. Et ici, il pleut tous les jours. Tous les jours. Donc pour الفلاحة هنايا sont contents. Il faudrait que l'on puisse envoyer de l'eau là-bas. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نطلبوا من عند ربي نديروا الدعاء من عند ربي يصفح له بعد نطيح في البلاد باسكو راهي ناقصه بزاف يا très très peu d'eau en Algérie. Donc en tous les cas, ça me fait plaisir de te rencontrer par hasard ici. Ben oui, c'est incroyable. C'est incroyable et puis j'ai eu la chance d'avoir 2 livres. Donc alors je répète les livres hein. Donc c'est L'arbre ou la maison, donc Azouz Begag. Donc vous voyez, donc c'est Les Révélations. Donc édition Pocket et il y a un deuxième livre étonnant. Donc c'est 1, 2, 3. يعني الحرية. Viva l'Algérie 2019-2020, élection présidentielle en Algérie. Le grand changement avec nous. Masha'Allah. Oui, salam alaikum. Ça va, vous allez bien? Azoul Fellak. Alhamdulillah, Allah yahlik khoya. Voilà, vous pouvez parler si vous voulez. Hein. C'est la liberté, hein, c'est la liberté ici. Hein. Non, mais les gens qui sont là, ils sont là pour prendre un train. Je sais, ils n'ont pas le temps, de perdre, ils n'ont pas le temps à perdre, voilà. Donc voilà, Azouz Begag, 1, 2, 3, viva l'Algérie, 2019-2020, élection présidentielle en Algérie. Donc vous voyez, ce grand professeur, il vit en France, mais il a le cœur en Algérie, car il voudrait que l'Algérie soit une grande démocratie, le plus grand pays d'Afrique, comme dans les années 70, où l'Algérie était citée en exemple à l'échelle de toutes les instances internationales. يعني قيمة الجزائر كانت حاجة كبيرة يعني في السبعينات أستاذ. C'est vrai, c'était surtout la période
le mouvement des pays non alignés. Tout à fait. C'était pour nous les jeunes à cette époque un sentiment d'être rebelle et de développer, à l'instar de l'Afrique du Sud, dans sa Absolument. lutte contre l'apartheid, de développer des idées généreuses pour le monde. Et quand je suis allé 2 fois de suite à Cuba, Oui. mais les gens m'accueillaient comme si j'étais un ami personnel de Boumedienne. Tout le monde m'appelait Boumedienne d'ailleurs. Incroyable, parce que Quand vous j'allais étiez à Cuba, algérien. Oui, parce que j'étais algérien. Incroyable. Et ça, c'est très agréable d'être issu de cette génération où il y avait, dans les années 60-70, tellement de peuples qui étaient à la recherche d'une identité, d'un nationalisme conquérant du point de vue des libertés, du socialisme, que j'étais fier d'être algérien à Cuba et d'être à la fois l'ami du président Boumedienne et l'ami de Fidel Castro. Extraordinaire. Ça fait De plaisir grands à chaque hommes, fois. des pays Oui, non oui, alignés. des grands hommes, ouais. Et à votre avis, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui en 2024 par rapport aux années 70? Le monde entier, Oui. le monde, toute la planète elle tourne à l'envers. Avant, ça tournait de gauche à droite, maintenant, ça tourne de droite à gauche. Et vous voyez, notamment avec l'introduction, il y a une quinzaine d'années, des téléphones portables Oui. qui permettent à Rachid Nekaz en particulier de parler à des millions de personnes, mais seulement avec un petit instrument noir. Là. Tout à fait, oui, Cette un petit boîte. téléphone, oui, avec une petite batterie. Alors, quand tu me demandes qu'est-ce qui a changé, je lui dis ça, le monde est dans ta main. Le monde est dans ta main. Et hier, j'étais à Casablanca au Maroc, et au lycée Léon l'Africain. Oui. Avant d'aller là-bas, j'ai essayé de voir des détails sur qui était, il y a 500 ans, qui était Léon l'Africain. Ouais. Et dans la minute qui a suivi, je savais toute la vie de Léon l'Africain. Qu'est-ce qui a changé dans le monde? Ça, justement. La technologie, c'est ça? La technologie qui amène autour de nous, à portée de main, à portée de cerveau, toutes les connaissances du monde, depuis le début du monde. Et c'est un énorme avantage, mais qui bouleverse aussi beaucoup les mentalités des peuples, parce que ce qui s'appelle les réseaux sociaux, là, moi je n'aime pas beaucoup. C'est vertigineux. Et tout ce qui m'apporte le vertige, je m'en méfie un peu. تهرب منه le vertige. وين الهربة الهربة تسلك. Mais à votre avis, est-ce que ces nouvelles technologies, aujourd'hui, c'est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif ou quelque chose de neutre? Non, c'est pas neutre du tout. Ça favorise ce qu'on appelle en arabe le buzz. Je me méfie de cela aussi, de tout ce qui est instantané, de ce soulèvement de la dictature, de l'émotion immédiate. Et c'est cela qui apporte beaucoup de désagréments à la planète monde aujourd'hui. Cette obligation de réagir tout de suite à l'injonction qui est faite au cœur. Réagir. Dis oui ou non. Non, le monde c'est plus compliqué. Donc on n'a pas le temps de réfléchir avec une On n'a nouvelle pas le temps de technologie? réfléchir malheureusement. Et quand une information passe, 10 minutes après, il y a une autre information qui va soulever encore plus d'émotions. Et tout ce cafouillage, cet énorme bouleversement des informations du monde me fait peur parce que je vois bien que ce n'est pas très bien pour l'humanité. Et si on parlait par exemple de la communauté algérienne en France? Donc là, vous êtes un enfant de Lyon. Tout à l'heure, je l'ai rappelé, vous avez vécu dans un bidonville, donc vous n'aviez pas de toit, il y avait la pluie qui tombait. Quand il y avait ce temps-là, comment vous faisiez quand il y avait la pluie? Les êtres humains apprennent à souffrir avec le climat, c'est-à-dire qu'ils s'adaptaient au climat. Et moi, j'ai vécu dans un bidonville dans la banlieue de Lyon, pas très loin d'ici, mais dans des conditions humaines tellement belles, avec des parents et des voisins, Machallah. tellement généreux, avec des valeurs profondes qui venaient des montagnes de chez nous, des hauts plateaux là-bas. Par exemple, quand nos parents donnaient kelma, c'était sacré, mon sang. يعني كما يقولوا La parole. كلمتي راس مالي. C'était vraiment le capital des gens, la parole. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore la parole? Mais non, plus rien, me semble-t-il, n'a de valeur. Aujourd'hui, ce mot kelman, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Alors que quand dans nos tribus, on allait sceller un mariage, une fête, un accord entre les familles, la parole donnée et la poignée de main étaient sacrées. Ça a disparu et ça m'attriste beaucoup aussi de voir que... أروح خويا أروح ما تخافش. Donc la parole était sacrée, mais aujourd'hui elle ne l'est plus ou elle l'est moins? Non, elle ne l'est plus du tout. Aujourd'hui, ce sont d'autres valeurs qui la possibilité de se retourner, de changer d'avis,
d'être influencé par ce qu'on appelle les influenceurs. Influenceurs. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'ai été influencé toute ma vie par Ibn Arabi, par l'émir Abdelkader. Ah, d'ailleurs, je crois que vous avez quelque chose en préparation par rapport à l'émir Abdelkader. Oui, parce que je suis en train de travailler sur les massacres des chrétiens à Damas, en Syrie, en 1860. Les Druzes et les Turcs là-bas, ils se sont mis à tuer des milliers de chrétiens dans la ville de Damas. Sahih. Et c'est l'émir Abdelkader, au mois de juillet 1860, qui a décidé de faire cesser ces massacres des chrétiens et qui a demandé, et qui a même obligé les assaillants qui tuaient les chrétiens de cesser leur massacre. دونك راك تقول لنا باللي الامير عبد القادر يعني مسلم هو عاون وحمى مسيحيين اللي كانوا يقتلوهم يعني الجيش تاع صحيح هذا شيء معروف في العالم ما في امريكا كاين بلاد في امريكا اسمها عبد القادر سيتي عبد القادر سيتي رحت فيها في ليتا دو ايوا الله يبارك à côté de Chicago pas très loin de Madison Wisconsin. Wallah, ça m'a fait plaisir de voir qu'un Algérien de la région de Wahran, là-bas, Tlemcen, était connu dans le fin fond des États-Unis pour l'idée de l'humanité, de la conciliation, la réconciliation entre chrétiens et musulmans. J'ai beaucoup travaillé sur l'émir Abdelkader et j'ai fait une bande dessinée sur lui avec un ami il y a quelques années. Et l'émir Abdelkader, son credo, c'était Iqra, Iqra, Iqra. Il faut se cultiver. Et moi, en tant qu'écrivain aujourd'hui, j'aime aussi, quand je rencontre les jeunes, leur dire Iqra, Iqra, il faut lire. On ne regrette jamais de lire et de se cultiver. C'est le contraire qu'on regrette. C'est quand on n'a pas saisi le chemin, quand on n'a pas compris que quand on est jeune, il faut emmagasiner, lire, se cultiver pour pouvoir servir les autres, aider l'humanité dans laquelle on vit. Et à votre avis, les Algériens aujourd'hui, est-ce qu'ils lisent beaucoup, un peu ou peu? Non, je crois. Ça dépend. Les Algériens connaissent beaucoup, par exemple, Yasmina Khadra, qui est très connu parmi eux. Il est beaucoup lu. Mais d'une manière générale, les Maghrébins et les Africains en général ne sont pas des grands lecteurs. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'écrivains qui sont maghrébins ou africains choisissent l'exil, choisissent d'aller dans des universités américaines, par exemple. Comme vous, par exemple. Voilà, pour développer leur talent, être aidés par des pays où les livres ont un sens important. Alors, expliquez-nous comment un Algérien des bidonvilles a fini professeur en Californie, à Princeton. Comment ça s'est fait? Voilà, c'est mon destin, ça. Je remercie tous les jours mon père et ma mère qui m'ont fait comprendre, alors qu'ils étaient analphabètes. Ils ne pouvaient même pas signer le carnet. Ils ne pouvaient pas signer le carnet de notes de l'école. À la place de Esmond, ils mettaient une croix. Voilà, monsieur le Gag Bouzid, je signe la croix. Car les pauvres, ils n'ont rien d'autre. Ils me faisaient comprendre, à nous, les enfants de la famille, c'est une obligation de se cultiver. Ils n'ont pas dit il faut aller en Chine, si le savoir fait signe. Mais ils ont dit et quand on avait des mauvais résultats à l'école, c'était directement la ceinture. Septa. ils nous frappaient. Comme ça. Pourtant ما كانوش يعرفوا يعني يقراوا ويكتبوا ولكن قال لك لازم تقرا لازم تتعلم. Je crois que c'est un précepte essentiel de l'islam. كانوا يتبعوا الإسلام. Ah oui, il faut se cultiver, il faut savoir, iqra, il faut aider à la connaissance du monde. Je t'ai dit tout à l'heure que mon prochain livre sera un petit livre sur un mathématicien le plus connu, en l'an 900, comme ça, mais il s'appelait Al-Khwarizmi, qui était entre la Perse et Damas, je crois, et qui était connu dans les pays latins comme algorithme. Parce que les latins ils ne pouvaient pas dire al-Khwarizmi, ils disaient algorithme. Quand je pense qu'aujourd'hui, l'algorithme est connu aujourd'hui, dans tous les pays, tout le monde dit le mot algorithme, le monde entier, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Donc je vais écrire un petit livre sur Al-Khwarizmi et essayer de rendre ce grand mathématicien accessible au plus grand nombre.
Alors, permettez-moi de revenir sur ma question initiale. Comment un homme des bidonvilles, un enfant des bidonvilles, a fini professeur aux États-Unis? Parce que j'ai écrit des livres. J'ai écrit des livres qui, dans les années 80, Le Gone du Charba, bien sûr, qui est mon autobiographie. Donc je rappelle 4 millions d'exemplaires. Oui, Inch'Allah. Alors qu'aujourd'hui, un best-seller, c'est 20 000. Ouais. D'ailleurs, machallah, Ouais, 4 ouais. millions d'exemplaires. Et qui était devenu, il y a 20 ans, un très grand film. Le Gone du Charba aussi, incarné par le grand Mohamed Fellag. Le grand artiste algérien. L'homme de Azefoun. Zakrouh Belkhir. Et je lui passe un grand bonjour, c'est un grand ami, je l'aime beaucoup. Et tout le monde a vu que c'était le petit enfant de bidonville qui tous les jours allait pendant 6 heures à l'école et qui avait les yeux grands ouverts et qui apprenait tout par cœur parce que c'était un don de Dieu de pouvoir tout apprendre gratuitement Et ça, c'est vous? à l'école des Français, c'était moi. Machallah. Et un jour, on se rend compte que grâce au livre, grâce à l'éducation, on a monté les escaliers. Quand tu deviens Qaïmouk, quand tu deviens Katab, Mahrouk, tu parles le français, khir minhum. Incroyable. Obligatoire. C'est comme quand tu t'appelles Karim Benzema ou la Zinedine Zidane et que tu es le meilleur footballeur. Nesser Qaïmouk. Donc vous êtes le Zidane de l'intelligentsia algérienne. Yeah, machallah. Ouais, Toute proportion gardée, c'est bien ça. Vous êtes la fine fleur de l'intelligentsia algérienne à la fois en France et à l'étranger. Bon, je ne suis pas seul, heureusement. Il y a des amis Vous êtes modeste, cher qui professeur. font le même travail, mais surtout... Non, mais quelqu'un qui sort des bidonvilles, je ne pense pas qu'il y en a deux. Non. Il y a que ça. Il y a un gamin, un jour, il n'y a pas longtemps, il avait 6 ans, 7 ans. Il dit, monsieur, c'est vrai, vous êtes né dans un bidon d'huile? Il me dit, c'est la maîtresse. Tu es né dans un bidon d'huile. Au lieu de dire bidon d'huile, il ne connaissait pas bidon d'huile. C'est vrai. Il m'a dit, mais comment tu es sorti? Qui m'a خرجت? Alors je lui explique comment tous les pauvres, le massacre, ils habitent dans le fond du bidon. Ouais. Et un jour, il faut sauter dans l'huile jusqu'à jusqu'à trouver comment ça s'ouvre avec le bouchon. Comment tu ouvres le bouchon et tu deviens un homme libre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous faites des conférences dans le monde entier. Voilà, je leur explique comment aux enfants devenir une grosse huile. Une grosse huile. Je vois que vous avez encore l'humour algérien. Je pense que s'il y a quelque chose où les Algériens sont les champions du monde, c'est l'humour. Mais j'ai remarqué une chose, vous êtes très humble. يعني ما تكبرش. متواضع بزاف ما شاء الله عليك. Ça vient d'où ça, cette humilité, cette simplicité? Je sais pas, peut-être qu'il faut aller voir du côté des hommes et des femmes des hauts plateaux, là-bas sur la route entre Sétif et Kharrata. Ma mère est née dans un petit village de Kabylie, là-bas, mon père à Sétif. Ce sont des gens fellahines qui ont toujours vécu dans la modestie, sinon dans la grande pauvreté. Ils nous ont transmis ce bel héritage qui est l'humilité et la modestie. Voilà. Et je trouve que c'est un héritage tout à fait musulman, ancré dans la culture musulmane. L'humilité et la modestie. Ce qui, me semble, a perdu ses valeurs, ont perdu du terrain dans beaucoup de pays arabo-musulmans aujourd'hui. Par rapport à la communauté algérienne de France, après votre longue expérience à la fois de sociologue, de chercheur, de professeur, d'écrivain, de ministre, donc je rappelle que vous avez été pendant 2 années ministre de l'égalité des chances de l'ancien Premier ministre, M. Dominique de Villepin, qui aujourd'hui est monté au créneau pour défendre les populations palestiniennes victimes du génocide israélien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous pour essayer de la rassembler, de lui donner une identité et qu'elle soit utile à la fois pour elle-même et pour les Algériens d'Algérie? Franchement, Rachid, je te dirais, j'en sais rien. J'ai essayé tellement de fois depuis 40 ans, 50 ans, à essayer de rassembler, de faire comprendre l'importance d'une unité pour défendre, pour nous défendre contre le racisme et les discriminations et être utile à la France où nous vivons aujourd'hui. Mais à chaque fois, je dois l'avouer à tous les amis qui nous regardent que j'ai échoué à chaque fois. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Parce que j'ai l'impression que cet homme qui, il y a plusieurs siècles, a dit
ou a écrit, les Arabes se sont entendus pour ne jamais s'entendre. Ibn Khaldun. Il avait raison. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il n'y a pas que des Arabes, il y a aussi des Berbères. Aujourd'hui. Ah, je ne les distingue pas. Moi, Vous ne faites pas de différence. C'est la culture, c'est la même culture arabo-berbère musulmane. Nous habitons entre Sétif et Kharata. Donc nous sommes entre... un alliage. Entre la Kabylie et le pays arabophone. Pour moi, il n'y a pas de différence. Quand je vais me baigner de Sétif jusqu'à Tichir ou Kapaokas, je traverse l'Algérie. Je ne traverse pas la Kabylie, je traverse l'Algérie. Donc vous êtes en train de me dire qu'on est condamné à vivre le même drame que Yogurta avec son beau-père Bocchus qui l'a trahi auprès des Romains. C'est-à-dire qu'on est dans la trahison, on est dans l'impossibilité de se rassembler, de s'unir pour défendre un idéal commun, un idéal de liberté, un idéal de fraternité. On est condamné à cela? Oui, bien sûr. Mais je suis malheureux de voir que s'il y a une unité qui est utile et ô combien nécessaire aujourd'hui, c'est l'unité des pays du Maghreb. Déjà, on va commencer de l'Afrique du Nord. Là. Pourquoi parler seulement de l'unité du peuple algérien ou marocain? C'est cette Afrique du Nord qui contient 100 millions de personnes, ou 120 millions, qu'il lui fallut organiser, qu'il lui fallut rassurer sur les liens de fraternité qui sont les nôtres pour pouvoir construire quelque chose de solide dans cette partie du nord de l'Afrique. Quand on voit que cela, ça ne marche pas, après on perd espoir, on dit que ce ne sont plus les Maghrébins qui ont leur destin en main, et que ce sont d'autres puissances internationales qui, au nom de leurs intérêts, défendent une idée de la division du Maghreb pour mieux exploiter ses ressources. Eh bien écoutez, c'est sur cette interrogation à laquelle nous convions l'ensemble de nos frères et de nos sœurs que nous allons terminer ce petit live. Mais Inch'Allah, on se reverra, donc ou bien à Lyon, ou bien à Stephen, Inch'Allah. C'est bien partir. Merci beaucoup, Ustad, et merci pour votre humilité et votre simplicité.